d'être avec nous en si grand nombre aujourd'hui, vraiment, dans ce lieu absolument magnifique. On est très choyés d'ailleurs parce que la ville de Mont-Saint-Hilaire nous a permis d'utiliser cette salle mythique dans la vallée du Richelieu. Oui, on est vraiment choyés. Merci. Merci Daniel-Éric. Merci Monsieur le maire également. La CCIVR étant une organisation apolitique, nous avons estimé que, dans le contexte actuel, il serait pertinent d'accueillir M. Blanchet, chef du Bloc québécois. Ce dernier, tout juste revenu de Washington, je pense. T'es pas allé finalement? Bon, OK, tu l'expliqueras. Et à l'aube du déclenchement d'élections fédérales, nous proposera une réflexion sur les défis économiques posés par l'administration Trump, nous invitant à mieux les comprendre, les anticiper et y réagir. Il partagera aussi avec nous sa vision et ses perspectives pour l'avenir économique du Québec. Monsieur Blanchet, c'est un grand honneur de vous recevoir au cœur de la Montérégie, dans votre comté de Belleuil-Chambly, dans la vallée du Richelieu. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement notre invité principal, Monsieur Yves-François Blanchet. D'abord, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir et je ne referai pas les salutations, mais bien sûr, j'aurai encore une fois une salutation particulière et je le dis sans hésiter pour la plus dynamique et la meilleure chambre de commerce au Québec. Merci de m'accueillir. Vous savez, ici, vous êtes un peu dans mon monde. Je sais qu'il y a des gens de médias qui ne sont pas locaux. Vous allez avoir un ton un peu différent. C'est drôle de me faire présenter comme étant M. Blanchet, puis ça, mais je connais le monde qui sont ici dans la salle. On se croise souvent, on se donne des tapes dans le dos, on se trouve sympathique, j'espère. Donc, c'est comme chez nous. Le ton n'est pas le même. C'est pas, j'ai moins envie, puis on ne savait pas s'il y aurait des médias nationaux ou pas, mais j'ai moins envie d'être dans le très formel parce que je suis venu jaser avec ma gang dans un environnement où notre groupe, notre communauté a besoin aussi, d'une part, de savoir à quoi s'en tenir dans un environnement au mieux incertain et a besoin de savoir, et ça je vous le dis d'emblée, que votre député sera là pour vous à travers vents et marées et quoi qu'il advienne. Je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui ne sont pas de la circonscription, gang de chanceux. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Vous êtes dans la vallée du Richelieu que j'ai souvent décrite comme étant autour d'un magnifique ruban bleu qui va du Saint-Laurent jusqu'au lac. Un endroit absolument extraordinaire qui a marqué l'histoire parce qu'à plusieurs reprises, plusieurs fois plutôt qu'une, quand on était des colons français devenus des Canadiens français, devenus des Québécois, on a montré aux Anglais qu'on a la couenne dure. Et l'histoire de la région est non seulement extraordinairement riche en termes de culture, mais elle est riche en termes d'appartenance. Elle est riche en termes de racines dans ce qui est très emblématique de notre chez nous. Le récit politique du moment est inquiétant. Si quelqu'un me dit, moi, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, les propos, les coups de gueule du président américain, moi, ça ne m'inquiète pas du tout, ça ne me dérange pas, je ne le croirai pas et je vais trouver que cette personne-là est un peu imprudente et peut-être même irresponsable. Si quelqu'un me dit, en revanche, qu'on pourrait utiliser ça et instrumentaliser une peur et une inquiétude naturelle des citoyens pour leur dire, renoncez à qui vous êtes, essayez de devenir quelqu'un d'autre comme moi. Je prends un exemple au hasard. Renoncez à être québécois et devenez libéral. Je veux dire que je n'irai pas jusque-là. Je veux dire que les enjeux des prochaines semaines et des prochains mois vont demander que les Québécois soient plus québécois que jamais dans ce qui fait leur force et a marqué leur histoire. Une solidarité, un sentiment d'appartenance, une conscience aiguë d'être un peuple différent. Et à quoi bon défendre
un modèle économique québécois qui ne ressemble pas au modèle économique canadien, si ce n'est pour préserver dans un même élan cette différence entre être québécois et être quoi que ce soit d'autre dans le monde. On a remarqué quand même au cours des derniers jours que la diatribe de M. Trump, je l'appelle M. le Président, M. Trump pareil, j'ai les mêmes tentations que vous d'utiliser des termes moins élégants, mais je crois que la fonction commande un certain recul qui peut s'exprimer par le respect. Il y a comme un ralentissement. C'est comme s'il avait porté son attention sur autre chose. Et on peut avoir une discussion déjà un peu plus sereine au Canada et au Québec. Mais ne nous y méprenons pas. On dit souvent le calme après la tempête. Lorsqu'on parle de M. Trump, c'est la tempête après le calme. Il serait très étonnant que nous nous rendions jusqu'à l'élection du 28 avril sans qu'il ne mette son grain de sel dans la campagne canadienne et québécoise, dans le sens de comment lui, au moment où il perçoit ses intérêts, décide de les exprimer. Ce ne sera pas ni pour ni contre le Québec, bien que sans s'en rendre compte, les secteurs économiques qu'il a ciblés jusqu'à maintenant sont des secteurs économiques caractéristiques du Québec, et on y reviendra. Les gens des États-Unis veulent entendre un certain nombre de choses parce que c'est ce à quoi il s'est engagé en campagne. Il a alimenté une diatribe agressive, belliqueuse, parfois violente et qui heurte profondément ce que sont les valeurs bien enracinées dans la culture québécoise. Cela dit, il a peut-être occulté un peu ce que sont les véritables enjeux. L'enjeu, il est commercial et il est politique. Il doit, au niveau politique, livrer ce qu'il a promis à des électeurs qui ont adhéré à son discours, aussi éloigné eût-il pu être de la réalité ou des intérêts même des citoyens américains. Et il se dirige vers le contraire de ce qu'il a promis. Je ne dis pas ça pour minimiser l'importance que ça peut avoir sur notre réalité, mais je dis ça dans le but d'essayer entre nous de construire une perspective. Son levier se résorbe. Son ascendant inconditionnel sur l'opinion publique américaine s'effrite un peu. La diatribe du 51e État américain, bien qu'encore alimentée, soulève moins de passion parce qu'après les élans spectaculaires, un certain nombre d'experts ont fini par dire « Écoutez, ça se peut pas. On peut-tu passer à autre chose? On peut-tu enlever l'arbre qui cache la forêt de ce que sont les vrais enjeux? » Il a minimisé la résistance que le Québec et le Canada pouvaient offrir et il a donné de l'importance à des enjeux dont on réalise qu'ils en sont de moins en moins. D'abord, l'enjeu des migrants aux frontières dont on n'entend plus parler est un véritable enjeu, que ce soit pour le Canada, le Québec ou les États-Unis. Et le Québec, en particulier dans ce secteur-ci de la Montérégie, a bien connu des épisodes où des dizaines de milliers de personnes en détresse, il faut le dire, sont entrées au Québec, sont pour la plupart encore au Québec, bien au-delà de la capacité d'un accueil et d'une intégration réussie par la société québécoise, fût-elle la société d'accueil la plus généreuse du continent, et ça depuis longtemps. On n'entend plus autant parler non plus de l'enjeu de la drogue, du fentanyl, qui est un enjeu grave et tout à fait réel, qu'on ne peut pas minimiser, mais dont on constate bien que c'était des enjeux à caractère électoral. Les enjeux réels auxquels on est confronté sont à caractère économique et sont à caractère commercial. Dans la séquence logique des choses, nous sommes encore, pour un moment, dans une espèce de pré-négociation assez chaotique, à coup d'affirmations à l'emporte-pièce, appuyées sur bien peu de faits, bien peu de vérités,
que les médias ont peu le temps de commenter avant qu'il y ait une autre affirmation tout aussi flamboyante le lendemain, occupant à peu près l'entièreté de l'espace média aux États-Unis et beaucoup trop d'espace média au Québec et au Canada. Mais quelle peut être la véritable logique de son intervention? Parce que présentement, la Maison-Blanche doit constater qu'il ne lui reste que peu de temps. Et je m'explique. Si on cherche ce que peut être un véritable fondement logique de l'approche de l'administration Trump, il y en aura pour dire qu'il n'y a pas de logique dans l'approche de l'administration Trump, mais on a le devoir de chercher quand même. Et la seule intention qui, en théorie, pourrait avoir un sens dans une perspective américaine, c'est celle d'une volonté de rapatrier les emplois, si possible les entreprises, et autant que possible des sièges sociaux qui présentement sont au Canada, au Québec, au Mexique ou même ailleurs dans le monde pour être capable de garder l'accès au marché américain. Il a très peu de temps pour faire ça parce que déjà, l'inflation menace de façon importante. Dans certains secteurs en particulier, l'inflation aux États-Unis va partir de façon élevée et rapide. Et plus on imposera des tarifs sur des matériaux, des objets, des biens dont les États-Unis ont absolument besoin et pour lesquels ils n'ont pas d'approvisionnement alternatif. On pense bien sûr à l'aluminium. 60% de l'aluminium utilisé aux États-Unis vient du Québec, pas du Canada, du Québec, avec aucun produit de remplacement à valeur égale ou à utilisation égale, parce qu'il y a des enjeux de qualité aussi dans l'aluminium. Facteur inflationniste majeur, bois d'œuvre, facteur inflationniste majeur. On observe des mouvements inquiétants, sinon dramatiques, dans les bourses américaines. La balance commerciale américaine est menacée d'empirer. Les taux d'intérêt vont éventuellement devoir s'ajuster. Bref, l'économie américaine risque d'être la première victime des politiques économiques improvisées par la pensée magique du président. Il ne lui reste que peu de temps. Et inévitablement, commencera alors une négociation formelle, selon les règles de l'art. Je crois qu'il y a déjà, informellement, une négociation et des contacts. Et on y reviendra. Parce que le défi suivant, pour le Québec et pour le Canada, sera de se positionner dans le contexte de cette négociation qui devra, tôt ou tard, se passer de façon rationnelle et qui devra être complétée vers le milieu de l'année 2026. Il y a deux raisons pour lesquelles ça fait mon affaire. Dans un premier temps, le président américain va être confronté à des élections de mi-mandat à la fin de 2026 et il devra avoir quelque chose à montrer aux électeurs s'il ne veut pas perdre le contrôle des chambres. De notre point de vue à nous, il y a une élection québécoise à la fin de 2026. On veut que l'élection québécoise à la fin de 2026 se passe dans un contexte de stabilité économique, à l'intérieur duquel les électeurs et les partis politiques sauront durablement à quoi s'en tenir en termes de conditions économiques et de commerce avec les Américains. Dit plus clairement, et vous ne vous en étonnerez pas, je veux que la table soit dégagée pour l'élection d'une majorité de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale du Québec en 2026. C'est quand même l'âme de ce parti fondé par Lucien Bouchard, même si on reconnaît aujourd'hui que les enjeux immédiats, que la crise actuelle ne nous oblige pas, comme certains l'ont dit, et j'ai jamais dit ça, qu'on mettrait la souveraineté sous le couvert pendant un temps, ça n'arrivera pas, mais ça nous oblige à rassembler les conditions favorables dans le contexte d'un débat qui inévitablement se passera à l'Assemblée nationale du Québec à compter de la fin de 2026. Qu'est-ce qui se passe présentement? Je crois, personne ne m'enverra de mémo, qu'il y a une négociation qui est déjà passablement commencée. Elle n'est pas commencée entre le Québec et les États-Unis. Elle est certainement commencée entre le Canada et les États-Unis, et elle est assurément commencée entre l'Ontario et les États-Unis. Le premier ministre ontarien a eu l'habilité de déclencher son élection générale dans la tourmente pour obtenir un mandat majoritaire avant même le début de l'élection
pan-canadienne, s'assurant, alors que le plus grand nombre de sièges en jeu pouvant changer de main est dans la région du Grand Toronto, s'assurant essentiellement de séquestrer la campagne électorale fédérale au bénéfice de l'économie ontarienne. L'économie ontarienne tourne autour de quelques éléments clés. M. Ford s'est fort bien positionné dans ce contexte-là. Une espèce de pyramide à 4 extrémités. L'une d'entre elles est l'industrie automobile. L'autre d'entre elles est l'acier de l'Ontario. Une troisième d'entre elles, c'est les banques et le milieu financier torontois, lequel est aussi le principal bailleur de fonds du pétrole albertain, dans lequel, dans une période de 7 ans, les banques torontoises ont mis, le chiffre est gros, là, vous allez voir, 1400 milliards de dollars. Comprenez bien que de dire aux banques torontoises renoncer au pétrole, ça ne se fera pas en 2 semaines. Et tous ces secteurs ne se définissent pas, soit pas du tout, et certainement pas de la même manière lorsqu'on est au Québec. Donc, M. Ford s'est positionné, il est proche de M. Carney. Il a rapidement dit qu'il était prêt à sacrifier sa relativement petite exportation d'électricité vers les États-Unis, alors que, évidemment, vous comprendrez que pour le Québec, dont c'est un enjeu fondamental, aller devenir un mauvais fournisseur pas fiable à l'endroit du client de la Nouvelle-Angleterre sous prétexte qu'on a un crunch de quelques mois devant nous serait une bien étrange idée. Il ne peut pas se permettre de mettre à risque un système financier qui est l'essence même de l'économie canadienne. Donc, l'économie du Québec, dans ce contexte-là, pourrait, voyons voir ce que dira la campagne, se retrouver dans une position périlleuse. Déjà, depuis plusieurs années, le secteur forestier et l'exportation de bois d'œuvre du Québec vers les États-Unis, de l'ensemble du Canada, mais de façon singulière au Québec, qui paie beaucoup plus que sa part de tarifs illégaux mis en place par les Américains. Et lorsque, bien sûr, le Canada gagne dans les tribunaux d'arbitrage, le gouvernement américain réinvente un autre tarif le lendemain matin, change le chiffre et refait-le-me-le, on recommence. Déjà, le président américain a ciblé le bois d'œuvre qui est essentiellement québécois. Je le mentionnais, l'aluminium utilisé aux États-Unis est québécois, pour l'essentiel. Le président américain rêve de développer un secteur de l'aluminium aux États-Unis, mais ça prendra de très nombreuses années, bien sûr. Donc, la pression qu'il exerce sur l'aluminium québécois est appliquée dans cet esprit. Les minéraux stratégiques du Québec ont une importance considérable. Le Québec a les principales réserves connues de phosphate. Le Québec est un producteur très significatif de lithium. Et rappelez-vous, dans l'actualité récente, le président américain qui a dit à Volodymyr Zelensky « On pourrait être ton ami à la condition que tu nous cèdes la moitié de tes ressources minérales stratégiques. » C'est une extorsion pas banale. Pas banale. Et là, on regarde ça, puis on regarde la suite de comment ça s'est passé, et on se dit, OK, qu'en est-il des minéraux stratégiques québécois? Il y en a aussi au Canada. Le Québec est le haut lieu de l'industrie aérospatiale. D'ailleurs, s'il n'y a pas de politique canadienne de l'aérospatiale, c'est parce que le Canada sait très bien que la plus grande part des ressources qui devraient y être consacrées devraient l'être au Québec. Ne peut-on pas au moins exiger, compte tenu d'une certaine similarité entre les deux industries, exiger que le traitement qui sera négocié pour préserver, protéger le secteur automobile qui est entièrement en Ontario et qui est caractérisé par des liens, une intégration inextricable entre les chaînes d'approvisionnement américaines et ontariennes, que ce qui sera fait pour protéger ça soit applicable intégralement
dans le secteur de l'aérospatial, dont les chaînes d'approvisionnement sont tout aussi intégrées, mais bien sûr, dans ce cas-ci, ce serait dans l'esprit de protéger un secteur québécois dont personne ne parle. Évidemment, vous ne serez pas surpris que je vous parle d'agroalimentaire. Clairement, et sans équivoque, le président américain a pointé ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Un système qui a été mis en place pour assurer la sécurité des produits que vous consommez, que vous soyez dans le Vieux-Belleuil, au centre-ville de Montréal ou dans les régions du Québec. Des restrictions importantes que nous imposons sur l'usage des antibiotiques, des hormones, des médicaments, et un contrôle de prix qui offre non seulement une stabilité et une prévisibilité pour le consommateur, mais aussi une stabilité et une prévisibilité pour les producteurs d'œufs, de lait et de volailles dans les régions du Québec. Le président veut dire aux électeurs du Wisconsin, énormes, gigantesques producteurs de lait, qu'il va leur ouvrir le marché québécois et le marché canadien, et ça se fait inévitablement au prix du système de la gestion de l'offre, et même au-delà de ça, au prix du modèle agricole québécois et soit d'une extrême concentration des entreprises ou soit d'un nombre dramatique de fermetures d'entreprises. Ces petits morceaux du marché protégé qu'est la gestion de l'offre, qui sont cédés une fois après l'autre dans le contexte actuel, ont déjà été dramatiques. Et il est inadmissible qu'on puisse même penser en céder davantage dans une négociation commerciale. On voyait dans les derniers jours, dans les médias, les enjeux pour les pêches québécoises. Attention, les pêches québécoises ne sont pas exactement pareilles comme celles de partout dans les maritimes. Il existe de très grandes entreprises qui ont le numéro du cabinet du premier ministre et qui, essentiellement, soit raclent le fond des mers ou aspirent littéralement la ressource, alors que les pêches de Gaspésie, des îles de la Madeleine, du Nouveau-Brunswick, de la Côte-Nord, sont des pêches côtières opérées par de petites entreprises indépendantes qui voient déjà, outre un système d'attribution de quotas et de permis de pêche d'un arbitraire total, mais qui voient leur marché américain être évidemment restreint par des menaces de tarifs, dont on sait déjà que c'est eux qui vont absorber le coût, parce que pour rester le moindrement compétitif par le biais des grossistes qui ne sont pas au Québec, ils vont devoir absorber la perte. Ils vont devoir réduire le prix du produit. Pas sûr que tout le monde va passer à travers ça. Et deux autres éléments où vous vous reconnaîtrez facilement. L'énergie propre. On a fait sortir ce matin et hier une étude faite par l'IREC qui vise à briser cette espèce de légende dont je pense tout le mal du monde, à l'effet que la tarification carbone, qu'on a appelée taxe carbone, mettant dans le panier la Bourse québécoise du carbone, qu'on a associée à des permis de polluer, le tout dans une mauvaise foi épouvantable, mais l'étude démontre clairement que les tarifs, la possible tarification de l'émission de carbone qui existe au Québec depuis 10 ans et qui existe en Californie depuis 10 ans dans une institution commune dont j'ai eu la chance de compléter la négociation en 2013, que tout ça coûte infiniment moins cher que le coût de préparation et de réparation des effets des changements climatiques. Les assurances résidentielles montent en flèche. Le coût des aliments en un an a monté de 8,2 %. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai dit « OK, ils se sont trompés. Ça se peut pas. » Mais exclusivement lié au changement climatique. Faites le calcul, là, pour une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, on dépasse rapidement les 2 000 $. Les réparations d'équipements publics que les municipalités doivent assumer lorsqu'il y a des dommages. L'effet des migrations climatiques qui nous demandent, bien sûr, d'accueillir des gens que nos services publics ne peuvent pas accueillir avec le niveau de qualité de service qu'on voudrait offrir parce que les coûts sont astronomiques. Ne pas agir et ne pas reconnaître les enjeux économiques des changements climatiques est irresponsable, dangereux et, dans un certain nombre de cas sur lesquels je n'accolerai pas de nom, menteur. Alors que le Québec,
est un des endroits les mieux placés au monde pour développer et créer de la richesse avec un modèle basé sur les énergies propres, dont, en passant, le nucléaire ne fait pas partie, contrairement à ce que disait un chef de parti hier. Le dernier secteur ne peut pas être plus québécois. Les arts et la culture. Les arts et la culture, et Pierre-Luc en avait parlé dans un discours que j'ai gardé parce que je l'ai trouvé exceptionnel, représentent plus d'emplois et plus d'activités économiques que n'importe quel des autres secteurs que je viens de vous nommer. Et il n'y a rien de plus typiquement et profondément québécois que nos arts, notre culture, notre langue, nos valeurs et tout ce qui nous définit comme peuple et comme nation. Clairement pointé par toute la gang de gens des géants du web qui sont allés assister à l'inauguration de M. Trump. Ce sont des secteurs caractéristiques, tous les 8, puis je dis toujours les mêmes. Il y en a d'autres, on pourrait parler d'intelligence artificielle, on pourrait parler d'un secteur de l'acier qui est différent ici. J'étais dans une usine à Marieville il y a quelques jours à peine. Mais les 8 secteurs que je nomme tout le temps sont caractéristiques et ciblés par la volonté de négociation à la dure de la Maison-Blanche. Il y a donc un risque, pas une certitude, puis soyons de bonne foi. Il y a un risque que dans une négociation, le Canada se voyant d'abord comme ce qui tourne autour des intérêts de Toronto et de l'Ontario, qu'on ne soit tenté de donner au président américain ce qu'il veut en contrepartie d'un traitement plus clément au bénéfice de l'économie ontarienne, banque, financement du pétrole, acier, automobile. Il y a un risque que l'emblème créé par le président américain sur la gestion de l'offre, ou sur la forêt, ou sur l'aluminium, ou sur la culture, ou sur l'énergie propre, ne soit, sous une forme ou sous une autre, sacrifié, offert en monnaie d'échange, en pâture pour calmer la bête. Est-ce que ça va forcément se produire? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut ne pas se prémunir? Est-ce qu'on peut ne pas se donner la police d'assurance que peut-être l'histoire est en train de nous offrir? Ce n'est pas une décision qui va m'appartenir. C'est une décision qui va appartenir aux Québécois. Depuis 10 ans, il y a un gouvernement libéral à Ottawa. En 2019, le Bloc leur a coûté leur majorité. En 2021, le Bloc leur a coûté leur majorité. En 2025, le fardeau de la preuve est sur M. Carney, il n'est pas sur moi, et sur M. Poilievre, il n'est pas sur moi. Personne n'a démontré mériter une majorité, et personne n'a exprimé la sensibilité et l'intérêt nécessaire pour les caractéristiques de l'économie québécoise et conséquemment de la nation québécoise qui permettrait que les Québécois soient justifiés de leur faire confiance. Alors qu'encore une fois, le Bloc québécois se pose en alternative qui pourra préserver, protéger, mettre de l'avant, représenter et s'exprimer exclusivement dans le sens de ce que sont les intérêts économiques du Québec et conséquemment les intérêts nationaux du Québec. Donc la question qu'on devra se poser au cours des prochaines semaines, ce sera: est-ce qu'on n'a pas une occasion à saisir comme nation québécoise? Ou est-ce qu'on a les moyens de ne pas saisir cette occasion-là, de s'assurer non pas que nos intérêts soient protégés, mais bien qu'on sorte grandi, plus fort, avec un meilleur modèle de création de richesse, une meilleure reconnaissance et davantage de contrôle sur notre propre économie au lendemain d'une négociation dont, je le répète, qui ne pourra pas dépasser 15 ou 16 mois. C'est la réflexion à laquelle je vous invite, c'est la réflexion à laquelle j'invite toute la population du Québec. Parce que, oui, les prochaines semaines vont être parmi les plus excitantes pour les gens qui suivent et s'intéressent à l'action politique. En parallèle, on ne pourra jamais oublier qu'il y a des jeunes familles qui n'y arrivent pas, qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi, qu'à l'étranger, il y a des gens qui perdent la vie.
puis on a peur qu'il y en ait davantage de gens qui perdent la vie. On ne doit pas oublier qu'il y a de vrais enjeux, qu'il y a du monde qui souffre, qu'il y a du monde qui ont peur, et qu'on a le devoir de les rassurer de la façon la plus intègre et enthousiaste possible, pour que ce soit sur la base de la confiance que les gens votent à la fin de cette campagne le 28 avril. J'ai envie de dire avec un certain opportunisme, et pour conclure, que les gens se disent « Je choisis Québec ». Merci beaucoup.